Ah bah c'est à l'envers. Bon. Ah non. Donc vous avez. Alors je pense que beaucoup de vous assistaient à la réunion générale où il y a eu le- la présentation des parcours d'initiation à la recherche. Donc vous avez bien compris que l'enseignement qui a lieu actuellement en génétique, UE3, génétique métabolisme, est en quelque sorte constitue les prémices de cet enseignement d'initiation à la recherche. Et comme c'est à l'envers, là je vous rappelle que vous en êtes ici, là, actuellement. Et puis il y a la possibilité de poursuivre l'enseignement génétique qui va spécialiser, accentuer au fond tout ce que vous aurez déjà vu, mais à un niveau un petit peu plus détaillé, un peu plus approfondi, dans les unités Master Recherche 1, 2 et 3 qui sont dispersées dans vos 2 années en cours DFGSM2, DFGSM3. Alors ce cours classique de l'UE3, vous avez eu, je pense, tous les cours concernant la génétique chromosomique, la génomique, les désordres génomiques, la structure des chromosomes, leur mécanisme. Ce que nous allons voir ensemble, on a une bordée de cours tous les matins, je crois, jusqu'à la semaine prochaine, c'est la pathologie moléculaire du gène. De donc aller à un degré de résolution plus fin dans ce qui est absolument la même structure de notre génome, mais à un degré moléculaire. Pour aller au-delà de ce parcours d'initiation à la recherche, vous avez compris qu'il peut aboutir pour ceux qui le voudraient à un master. Ça s'appelait le master 2, c'est plus très exact de dire master 2 puisqu'il n'y a plus de master 1, donc c'est le master. Et que dans le cadre de ce master Paris 5, Paris Descartes, Paris Diderot, nous demandons qu'en plus de ces UMR, il y ait un stage d'initiation à la recherche qui soit fait, sur lesquels je ne vais pas m'étendre dans les détails, mais qui va en quelque sorte vous éveiller à ce que serait l'année de master. Très bien. Vous avez des questions là-dessus peut-être, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps la semaine dernière ou la semaine du 25, c'est bon ? En avant. Alors oui, sur les conditions techniques de ce cours du E3, on vous propose donc à la fin un examen, c'est un grand mot, enfin un contrôle de connaissances des 2 volets à égalité que vous avez vu avec Serge Romana, Michel Weckmans et que vous verrez avec moi. À chacun de ces volets, on a une question qui est une sorte de réponse rapide sur un sujet de cours, et on essaie, avec un petit peu plus de coefficient, de vous proposer une question, une véritable question de génétique médicale, de médecine génétique, en matière d'anomalies de génome, de structure des chromosomes, en matière de ségrégation, de maladies génétiques dans des familles. Donc souvent un arbre généalogique avec une question d'analyse de la situation, de ce que ce mode d'hérédité vous évoque, de ce que l'on peut en déduire en termes de tests génétiques, de conseils génétiques pour des familles qui viendraient vous consulter. Voilà. Alors, ce matin, introduction à la pathologie moléculaire. Les quelques éléments qu'il faudrait retenir, l'essentiel à retenir, partez pas tout de suite après, c'est la complexité du paysage génomique humain, les bases de pathologie moléculaire, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus, vous connaissez ça très bien depuis l'an dernier, voire même avant. La notion extrêmement importante d'homogénéité ou d'hétérogénéité allélique. Homogénéité allélique, il y a un seul allèle qui est responsable d'un phénotype, en l'occurrence pour ce qui nous intéresse en faculté de médecine, d'une maladie. Hétérogénéité allélique, qui est la situation de loin la plus fréquente, et plusieurs allèles possibles à un même locus peuvent conduire à un même phénotype. La notion de mutation, de polymorphisme et de variance, c'est peut-être la notion qui est la plus, non pas la plus délicate, mais celle qui est la plus pertinente du fait de la modernité des méthodes que nous avons maintenant de séquençage de l'ADN, qui révèle que le génome humain est d'une variabilité qui était totalement insoupçonnée, et donc il est au fond extrêmement difficile, il est souvent extrêmement difficile de baptiser un variant génétique. Est-il
une banalité? Est-il une mutation qui cause un phénotype? Et c'est une question extrêmement difficile et tout à fait d'actualité. Et puis, si on a un peu de temps, nous nous rappellerons que une mutation n'est pas nécessairement homogène dans l'ensemble des tissus et organes d'un corps, mais qu'elle peut être en mosaïque, c'est-à-dire affecter, altérer uniquement des fractions d'un organisme. Ça me remplit de joie quand vous m'envoyez des questions, peut-être pas trop, essayez de les grouper si vous pouvez, mais j'essaie d'y répondre. N'hésitez pas à les envoyer par email. Ce monsieur, c'est Jean Frézal, c'est l'homme éponyme de votre amphithéâtre, et qui était donc l'ancien président de Paris Descartes, et qui est le fondateur de la génétique médicale dans votre université. Alors, génomique humaine, un paysage désert, complexe et variable. Premier fait, qui était au moment où les génomes humains, enfin le génome humain au sens générique a été séquencé aux alentours pour une séquence complète de 2003, et ce qui est confirmé désormais, c'est que le nombre de gènes de notre génome n'est pas très important. 20 000 gènes codant pour des protéines, ce qui est très éloigné des prédictions qui avaient été faites basées sur les fonctions cellulaires, les fonctions biochimiques, en disant il faudrait pour faire un organisme idéal tant de gènes. Et vous voyez que dans les années 50, on était à 100 000 gènes, et puis on arrive à des chiffres qui sont ceux révélés par la séquence du génome humain. Et si on regarde des organismes très, très différents, ici Arabidopsis, c'est une petite plante des campagnes, des prés, qui a 25 000 gènes, donc plus que l'homme. Alors il y en a beaucoup qui sont dupliqués, qui sont en série, en batterie, mais enfin quand même, ça donne une idée de la quantitative du nombre de gènes qui n'est finalement pas très marqué dans un organisme réputé supérieur. La levure, 6000 gènes, un monocellulaire, un organisme monocellulaire eucaryote, la levure, qui est un très bon modèle utilisé dans les laboratoires de recherche de votre université pour des maladies métaboliques, par exemple, eh bien 6000 gènes. Ce ver ici, qui tire son nom de ce joli cliché, puisqu'il s'appelle élégance, Caenorhabditis elegans, 18 000 gènes. C. elegans est un excellent modèle d'étude des maladies génétiques. Et pourquoi il est un excellent modèle? C'est parce qu'il est un être extrêmement facile à cultiver, à manipuler. Toutes ces cellules sont connues. Le destin de chacune de ces cellules est parfaitement connu. Son système nerveux, chaque neurone a un destin, a une cartographie, une anatomie, une évolution, un rôle parfaitement connu. Donc imaginez le côté très utile de ce modèle, a quasiment autant de gènes que l'homme. La drosophile, le plus vieux, le grand classique modèle des généticiens, 13 000 gènes. Et puis on arrive à l'homme, l'être supérieur, comme vous voyez, 20 000 gènes. Donc ce n'est pas tellement le nombre de gènes qui fait la complexité de l'organisme, c'est autre chose. Alors, première remarque, attention à ce qu'on appelle des gènes. Ici, j'ai appelé, c'est les 20 000, les 13 000, les 18 000, ce sont des gènes codant pour des protéines. Donc des gènes qui sont traduits à partir d'un ARN messager suivant le dogme canonique, ADN, ARN, protéines. Et la première remarque, hein, pardonnez-moi un peu décalée ici, c'est que chacun de ces gènes traduits en protéines n'a pas un seul transcrit, n'a pas un seul ARN messager. C'est assez rare d'avoir un seul ARN messager. En moyenne, par gène codant pour une protéine, il y a 4 ARN messagers. Et ces 4 ARN messagers peuvent parfaitement donner des produits protéiques différents. Je crois que ça vous est montré sur cette diapo, où vous avez les multiples façons à partir d'un ARN d'un prémessager identique, d'aboutir à des messagers différents, un intron qui est retenu,
des sites alternatifs d'excision et pissage, ici qui vont retenir ou pas un bout d'exon, des promoteurs alternatifs, des polyadénylations alternatives à la fin de la transcription, des exons en cassette, c'est très fréquent, ça a un exon qui est ou non retenu dans un messager, l'exclusion exonique, c'est-à-dire un choix entre deux exons ou pas du tout. Bref, tous ces systèmes-là vont contribuer à multiplier le nombre de transcrits par locus, par gène codant pour une protéine, et en moyenne, on aboutit à 4 transcrits pour un gène codant pour une protéine. Donc vous voyez qu'on est déjà à plus de 80 000 possibilités et qu'on se rapproche des estimations qui étaient imaginées. Une deuxième grande découverte de ces, on va dire, 10 dernières années, c'est qu'il y a un nombre très important de gènes qui ne codent pas pour des protéines. Des ARN non codants. On en connaissait certains qui sont très classiques, ribosomaux, ARN de transfert, mais c'est au-delà de ces petits ARN utilitaires pour la traduction, notamment ribosomes et ARNT, il y a une pléiade, vous voyez, 11 790 ARN non codants de grande taille, long non-coding RNA, on les appelle souvent les link RNA, long non-coding LNC RNA, 11 000, la moitié du nombre de gènes codant pour des protéines, eux-mêmes ayant des transcrits alternatifs, et puis une myriade de petits ARN non codants, small RNA, micro-ARN, 1750, dont vous avez probablement entendu parler du potentiel extrêmement important dans la régulation génétique. Et l'utilisation de ces micro-ARN pourrait être la base de voies thérapeutiques en essayant de modifier l'expression génique à partir de ces petits produits de quelques dizaines de nucléotides répartis dans le génome et aux fonctions régulatrices. Donc, au fond, cette affaire de autant de gènes que les autres n'est pas tout à fait vraie. Oui, pour les gènes codants pour des protéines, mais si on pense à la transcription alternative et aux ARN non codants, évidemment qu'on rejoint alors de manière beaucoup plus proche le nombre estimé de transcrits nécessaires à ces fonctions. Deuxième notion sur la génomique, c'est-à-dire la cartographie structurelle, la géographie de notre génome, c'est la distribution extrêmement irrégulière des gènes sur le génome. Ici, vous avez en schéma le chromosome 22 humain, qui est presque le plus petit. Vous savez qu'ils sont numérotés par taille. En réalité, c'est le 21 qui est le plus petit. Il y a une petite erreur au départ, peu importe. Voici le chromosome 22. À chaque petit segment bleu, vous avez un gène codant pour une protéine, et vous voyez que dans la région centromérique, c'est un chromosome acrocentrique, il n'y a pas de bras courts. Donc vous avez ici l'hétérochromatine en rouge localisée dans la région centromérique, donc le centromère est ici, cette région sans trait. Puis vous avez un micro-bras court ici qui n'est que hétérochromatique, et puis l'hétérochromatine du bras long, et puis à partir de là, vous avez la séquence d'ADN avec des régions qui ne sont pas bien séquencées encore au moment de ce schéma. Et puis ce que vous observez, c'est qu'il n'y a pas du tout une répartition égale des gènes qui sont indiqués en bleu. Vous avez ici une région très riche en gènes, qui est la région proximale du chromosome 22. Vous avez probablement entendu Serge Romana vous parler de délétion du chromosome 22, qui est un désordre génomique assez fréquent. C'est probablement le syndrome microdélétionnel le plus fréquent. Vous en parlé, syndrome de Di-George, vélo-cardio-facial, je pense qu'il a dû vous parler de ça. C'est cette région-là. Et si cette région, si ce variant de nombre de copies, si ce CNV-là est pathogène, c'est parce qu'il touche une région extrêmement riche en gènes et que lorsque l'on délète cette région 22Q11.2, on va avoir une délétion qui va partir à peu près d'ici pour emporter une cinquantaine de gènes, alors que le chromosome 22 n'en comprend qu'une centaine à peu près. Donc vous avez la raison d'être du fait qu'un CNV pathogène ici
pourrait très bien avoir une taille